Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation de decks, cette fois-ci avec les decks les moins accessibles. La dernière fois j'avais fait les decks du quotidien et ceux que je trouvais les plus accessibles et je trouvais ça important aussi de montrer les decks que je trouve moins accessibles. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le sens où s'ils font partie de ma collection, c'est qu'ils sont accessibles pour moi, en tout cas qui me parlent, qui touchent une corde sensible et que j'ai réussi à les apprivoiser en quelque sorte, à m'imprégner de leur univers, leur symbolique, leur imagerie, leurs interprétations. Du coup, disons que c'est une échelle de valeur. Je vous ai montré les plus accessibles, je vous montre maintenant les moins accessibles, ceux que je recommanderais pas forcément à des personnes qui débutent dans la cartomancie par exemple, ceux qui m'ont donné le plus de fil à retordre au début, ceux qui m'ont le plus challengé au niveau de l'imagerie, qui changeait beaucoup de l'imagerie classique par exemple. Donc en soi, c'est pas des decks auxquels j'ai quelque chose à reprocher. Au contraire, j'ai fait un assez gros tri de ma collection maintenant pour avoir vraiment les decks coup de cœur, ceux qui me parlent vraiment fort. Donc c'est plus pour dire que ça représente un peu plus un défi, que ça sort des cadres connus, classiques, par exemple des 3 systèmes de tarot les plus classiques ou des oracles avec forcément une image, un mot-clé très clair. Donc voilà, on va dire que c'est ceux qui m'ont peut-être pris le plus de temps pour assimiler les symboles, l'imagerie, les cartes, qui sont pas forcément toujours faciles à interpréter du premier coup d'œil, qui nécessitent d'approfondir, d'aller plus loin, de faire parfois même des recherches à côté. Et voilà, et parfois en fait les images sont pas forcément évidentes, mais le livret les explique bien, ou alors le livret est pas très complet, ça aide pas vraiment, il faut vraiment faire travailler sa propre intuition. Voilà, donc je voulais juste définir un petit peu ça avant de commencer parce que je veux pas non plus donner l'impression que je dis que les decks que je vais présenter sont forcément les moins accessibles de tout le marché ou qui sont pas accessibles pour moi. J'ai aucun mal à les utiliser dans les tirages. Donc voilà. Je vais donc commencer. Alors, ces trois-là sont de la même personne, dont le pseudo est Serpent Fire sur les réseaux. Ces deux-là, je les ai eus en même temps. Donc c'est le Serpent Fire et le She-Wolf Tarot. Pour la petite histoire, je les ai eus à une époque où j'avais travaillé uniquement avec le tarot de Marseille et le tarot Thoth. Et j'avais eu aussi un autre Marseille moins classique, mais disons que j'étais restée vraiment au tarot classique, j'avais pas encore vraiment beaucoup d'expérience avec d'autres decks. Donc ça a un peu révolutionné en fait ma façon de voir le tarot parce que l'imagerie est complètement différente. Alors, du coup, pour moi, il est moins accessible surtout dans le filtre enfin dans le contexte où moi je les ai eus. Pour moi ils étaient vraiment challengeants parce que ça me faisait complètement sortir de l'imagerie connue. Il fallait que je réapprenne un nouveau système, un nouvel univers, et c'est vraiment là que j'ai commencé à me dire qu'effectivement le tarot c'est pas spécialement du par cœur. Ça demande aussi de pouvoir s'imprégner des images, et pas uniquement des images d'un seul jeu, mais de pouvoir interpréter soi-même la symbolique, quel que soit le jeu. Parce que les images de ce jeu ont une symbolique assez forte, donc à partir du moment où on est capable de comprendre en fait ce que l'image a à dire, ça va plus tout seul, on va dire. Mais il faut vraiment rentrer dans ce processus d'interprétation du visuel et de ne pas rester juste dans les mots-clés qu'on a appris. Mais sinon, visuellement, en fait, je l'ai pris parce qu'il me parlait énormément au niveau de l'esthétique, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans ce jeu. Mais il faut pas s'attendre à ce que ça reprenne une imagerie classique. Alors par contre, il se base globalement
sur le même schéma que le TOT, il y a des associations astrologiques pour les cartes. Le livret est bien, ça parle un tout petit peu de la symbolique des cartes. Il y a une partie interprétation en vers, en droit. En fait, il y a de la matière dans le livret. Donc, c'est ça qui m'a aidé justement à aller vers des decks moins accessibles. C'est de me dire qu'au pire, j'avais un livret pour vraiment savoir en fait quel est le cheminement de pensée qui mène vers une telle symbolique. Et c'est un peu grâce à ces jeux-là que je dois l'approfondissement de ma pratique. Donc ça, c'est le She-Wolf. On voit que le traitement d'image est à peu près similaire au Serpent de Fire. Il y a beaucoup de symboles qu'on retrouve. Mais il est encore différent. On n'a pas du tout les mêmes cartes. Il n'y a pas vraiment de redondance entre les deux. Et j'avais tellement de mal à choisir entre les deux que j'ai pris les deux. Alors que celui-là est immense par contre. Oui, alors par contre dans celui-là il y a de la nudité partout, donc il faut pas être démangé par ça. Bon, les corps sont globalement tous très normés, hein, par contre ça je préviens tout de suite, c'est beaucoup de femmes blanches et très normées. Et donc là c'est pareil que ce que j'ai dit pour le Serpent de Fire en fait. La symbolique est très différente des autres jeux, mais il y a quand même, les images ont été vraiment pensées. Il y a vraiment une symbolique derrière, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste esthétique. Et le livret explique assez bien justement tout ça, même encore mieux que le livret du Serpent de Fire, il y a beaucoup plus de parties sur la symbolique. Donc voilà. Et alors, le dernier, qui est un oracle cette fois-ci, c'est le Celestial Bodies Oracle. Donc là, c'est vraiment que astrologique. Et on a les phases de la Lune, on a les nœuds, on a les planètes, on a quelques astéroïdes, on a la numérologie, on a les aspects, on a les maisons. Bref, les éléments, on a toutes les choses qui peuvent aider en fait à interpréter les thèmes astraux et à comprendre en fait les énergies, les dynamiques qui correspondent à chaque élément. Et on retrouve à peu près le même traitement d'image que pour les tarots. C'est du collage photo, abstrait, géométrique. Et donc voilà, là en fait le souci c'est que comme on sort du tarot, il y a plus un système à apprendre par cœur, à part le système astrologique du coup, mais ça... Donc connaître la cartomancie, ça vous aidera pas forcément à connaître cet oracle. Par contre, on a de quoi faire niveau livret, hein. Oui, il était tellement gros qu'il a dû être fait en 2 fois. Le livret explique très très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça vous dérange pas en fait de tirer les cartes et de sortir le livret, il n'y a pas de souci. Ou alors vous connaissez déjà bien l'astrologie, vous n'aurez aucun souci à interpréter les cartes. Mais du coup, voilà, il est accessible à condition de soit déjà connaître l'astrologie, soit d'être prêt à aller chercher dans le livret à chaque fois. Voilà pour ces 3-là, qui sont donc de Serpent de Fire, tous les 3. Ensuite, je passe encore à un tarot, le tarot onirique. Alors, pourquoi je le place ici? J'avais déjà fait une review dessus plus détaillée, comme pour le Serpent de Fire et le She-Wolf tarot. En fait, l'imagerie déborde complètement du tarot traditionnel, que ce soit le Marseille ou le Rider-Waite-Smith ou le Thoth, il n'y a pas de référence à ce système-là. À part qu'on garde le même nombre de cartes, les mêmes suites, etc. Mais en tout cas, dans les visuels, on n'a plus du tout ce qu'on connaît. Alors, c'est pour ça que je l'ai classé dans le moins accessible. C'est que, en fait, les visuels vous demandent un petit peu, limite, d'oublier ce que vous connaissez déjà sur le tarot traditionnel et d'être vraiment dans une approche projective, analytique des symboliques. Si vous savez déjà faire ça, il n'y a pas vraiment de souci parce que les images ont vraiment une symbolique assez forte.
C'est très figuratif, il y a peu d'abstrait. Mais du coup, voilà, ça représente un challenge dans le sens où il faut un peu oublier ce qu'on connaît. Alors, si on ne connaît pas déjà, ça peut aller, dans le sens où il y a peut-être moins d'a priori, donc on va moins bloquer sur des choses. Mais voilà, c'est presque... En fait, c'est presque comme un oracle placé dans un système de tarot. Par contre, le livret est vraiment excellent. On a énormément de contenu justement sur la symbolique et aussi des interprétations en vers, en droit pour les cartes. Donc, si vous n'avez pas peur de passer du temps dans le livret, voilà, je vous montre un petit peu. Il y a tout ça pour les arcanes majeures et ça pour les arcanes mineures. Donc, c'est bien expliqué. Il y a vraiment de quoi rattacher les wagons aussi pour commencer à, si c'est pas déjà fait, à apprendre en fait à comprendre les symboles, à quoi on peut les rattacher, que ce soit un système plus universel ou un système personnel en fait. Voilà pour le tarot onirique. Ensuite, le tarot of the spirit, que j'ai aussi déjà présenté. Pourquoi je l'ai placé ici? Donc c'est un tarot qui se base sur le système Thoth. Donc en soi, il se base sur un système qui est traditionnel, même si le système Thoth est vraiment pas le plus accessible des tarots traditionnels. Donc en fait, je l'ai mis ici parce que les arcanes mineures sont très abstraites, à part pour les figures de cour où on retrouve des personnages. Mais et parfois les arcanes majeures aussi un peu. L'avantage, c'est qu'on a des mots-clés pour les arcanes mineures. Donc, même si on ne comprend pas forcément les images, il y a un point d'accroche, on va dire. Les arcanes majeures ressemblent assez fort à celles du Thoth. Donc, quand on connaît déjà un peu le Thoth, voilà. Elles sont plus figuratives, donc c'est assez facile à lire. Mais par contre, oui, les arcanes mineures, ça demande vraiment un système de... un processus de... On va se poser devant la carte, on va chercher ce que ça veut nous dire. Et comme c'est très abstrait, en fait, ça va vraiment appeler quelque chose de très personnel, si on ne se réfère pas au livret. Et en fait, dès que je l'ai reçu, moi, j'ai fait des exercices pour tirer une carte et puis essayer de voir ce que le visuel me disait, en fait, sans forcément chercher à raccrocher les wagons avec ce que je connais des arcanes. Et j'ai assez vite accroché avec, donc il m'a pas été longtemps inaccessible, on va dire, mais ça demande quand même peut-être plus d'efforts qu'avec un tarot très figuratif, très concret, très ancré dans la matière. Le livret est bien, mais pas très développé non plus. Donc il vaut mieux se l'approprier et vraiment faire travailler ses méninges sur ce que les images veulent dire pour nous, plus que pour un système universel. Ensuite, le tarot surréaliste. Pourquoi je l'ai mis ici? Pour le coup, les images sont assez figuratives, assez symboliques. Donc, pareil, si on fait marcher un peu son intuition, son rapport à la symbolique, ça peut assez vite matcher. En fait, ça reprend en fait des œuvres de l'époque surréaliste. Ça les mélange un peu entre elles parfois. Le truc que je reproche, c'est qu'on n'a pas toujours les références pour chacune des cartes, ce que je trouve très dommage. Même si j'en connais quelques-unes, mais ça aurait aidé juste pour la curiosité artistique en fait, de pouvoir savoir à quoi ça fait référence. Du coup, voilà, c'est un tarot qui est très projectif. Il faut vraiment inventer une histoire à partir de l'image parce que ça correspond pas forcément toujours à ce qu'on connaît des arcanes. Donc, parfois, il vaut mieux pas essayer justement de faire coller ça avec le système classique et plus faire des histoires, en fait, faire de la narration, parler de ce qu'on voit sur l'image plutôt que de parler du titre de la carte.
En fait, il faudrait presque, presque enlever la partie tarot et en faire un oracle et être complètement libre dessus. Mais du coup, ça peut aider de se raccrocher justement au système tarot pour si on bloque sur l'image ou autre. Voilà pour ce tarot. Ensuite, le Velleda Woods Tarot. De toute façon, celui-ci, je crois qu'il est plus disponible nulle part et qu'il ne sera plus. Alors, pourquoi je l'ai mis ici? Il n'y a pas d'éléments humains. Enfin, il y a des mains pour les figures de cour, mais sinon, c'est que des plantes. Alors, en soi, si on regarde bien, si on connaît déjà bien le système de tarot Rider-Waite-Smith, dans les arcanes mineures, il y a quand même des indices qui peuvent faire penser au tarot classique. Bon, mais il faut déjà bien connaître la symbolique des cartes classiques. Sinon, on peut vite se perdre. C'est un peu le problème ici. Et là où c'est encore plus difficile, c'est pour les arcanes majeures. On a à chaque fois une plante et pas vraiment beaucoup d'indices. Du coup, il faut soit connaître l'arcane majeur, soit connaître la plante. L'avantage, c'est que le livret donne donc le nom des plantes, donne des mots-clés, et chaque fois une page qui parle des interprétations, de la symbolique. Donc avec le livret, il est plus si inaccessible, mais par contre, du coup, c'est moins intuitif comme approche. Voilà, donc pour quelqu'un qui connaît déjà bien le tarot, ça se passera très bien. Et sinon, ça peut demander un peu plus d'efforts. Mais il y a quand même des indices pour les arcanes mineures qui ne sont pas des arcanes, des figures de cour. Ensuite, celui-ci dont j'ai déjà parlé aussi plusieurs fois. Alors, là on a globalement des animaux et des plantes. Et si on retrouve parfois quelques indices qui peuvent rattacher les wagons avec le tarot Rider-Waite-Smith, c'est quand même, ça demande déjà quand même d'avoir l'œil un peu plus aiguisé et du coup de connaître. Donc quand on débute, il y a beaucoup moins d'indices. Le livret est bien fait, donc il n'y a pas de souci avec ça. Il y a suffisamment d'informations pour s'approprier, mais par contre, du coup, voilà, c'est plus difficile de savoir ce qu'on va voir dans l'image. Les arcanes majeures sont un peu plus, peut-être, faciles à décrypter. Mais voilà, je ne recommanderais pas forcément ce tarot pour débuter, à moins de faire du par cœur, quoi. Mais par contre, il est magnifique, évidemment. Je vous cache pas que pour celui-ci, je fais surtout marcher mes connaissances du tarot plus que ce que je vois sur les images, à part pour les arcanes majeures. Mais bon, c'est pas très grave pour moi. Ensuite, le Botanica Tarot, dont j'ai déjà aussi parlé plusieurs fois, il me semble. Alors, pourquoi il est dans les inaccessibles? Pour ça. En fait, pour chaque carte, on a une plante différente. Contrairement à d'autres où on avait des suites avec toujours la même plante, là on a toujours des plantes différentes. Et on a très peu d'indices sur comment interpréter la carte. Si on fait attention, il y a quand même quelques trucs qui vont nous mettre sur la route, mais il vaut mieux déjà connaître soit le tarot, soit les plantes. Mais ça fait quand même 78 plantes différentes à connaître, donc voilà. En plus, il n'y a pas le nom des plantes dessus, hein. Il faut aller chercher dans le livret. Et alors, vous voyez, ça utilise surtout des symboles. Donc, il faut déjà pouvoir les décrypter. Des fois, moi, je me trompe un peu dans les majeurs. Bon, pour les mineurs, c'est plus simple. Du coup, pour celui-ci, en fait, je trouvais que le livret était bien pour une première approche, mais qu'il y avait assez peu d'informations à la fois sur les cartes de tarot, ce qui n'est pas très grave pour moi, et sur les plantes, ou même si on a le nom de la plante et parfois un peu sur sa symbolique, parfois ça suffit pas.
pour moi en tout cas, pour vraiment approfondir le truc. Donc j'ai fait des recherches à côté, par exemple pour celui-là. Je savais que j'allais devoir faire ça et c'est pas grave. C'était un peu le but aussi pour moi. Je le trouve magnifique, donc j'ai envie de le sortir, j'ai envie de travailler avec, mais c'est vrai que je peux pas tout sortir de mon interprétation visuelle de l'image. Ensuite, le tellurique tarot, dont j'ai aussi parlé de nombreuses fois. Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que c'est un tarot qui représente visuellement des pierres et des plantes. Donc on n'a pas d'autres informations sur l'interprétation de la carte. On a le nom de la pierre, le nom de la plante dessus, donc ça c'est déjà un petit indice. On a aussi les numéros qui se rapportent donc aux arcanes de tarot. Mais sinon, voilà, vous n'avez pas d'indice visuel sur ce que ça veut dire. Donc il faut soit bien connaître son tarot, soit bien connaître ses pierres et ses plantes. Mais encore une fois, ça fait 78 pierres, 78 plantes et 78 cartes. Donc c'est un tarot où on va avoir besoin du livret, qui est bien foutu au passage. Hein. Il y a quelques infos sur les pierres, les plantes et plus d'infos encore sur l'interprétation des cartes. Même si parfois je trouve que ça manque un petit peu plus d'informations sur les pierres et les plantes en termes de symbolique. Il y en a, mais disons que moi j'aime vraiment bien approfondir sur le sujet. Et pareil, du coup, j'ai fait des recherches à côté pour vraiment approfondir dans les subtilités, par exemple. Voilà. Ensuite, on va passer exclusivement à des oracles. Le Dirt Gems, dont j'ai déjà parlé, et qui est devenu un de mes chouchous, comme le tellurique tarot en fait. Ils sont un peu dans mon top des decks utilisés ces derniers temps. Pourquoi je l'ai mis dans les inaccessibles, enfin dans les moins accessibles? Je trouve qu'il aurait manqué en fait tout simplement un mot-clé. Et en fait les mots-clés sont déjà dans le livret. Ils sont déjà donnés, ils ont déjà été réfléchis et je trouve ça dommage qu'on les retrouve pas sur les cartes. Je suis d'accord que des fois, certaines personnes peuvent se sentir bloquées par un mot-clé si ça correspond pas bien à l'idée qu'elles se font de la carte. Mais vraiment, cet oracle aurait été beaucoup plus accessible et plus intuitif s'il y a eu aussi les mots-clés. Surtout qu'ils étaient déjà faits en fait. Donc voilà. En dehors de ça, en fait, donc vous avez sur chaque carte une image et le nom de la plante. C'est que des plantes. Vous voyez que les images, c'est pas juste la représentation botanique de la plante. Il y a d'autres symboles, il y a des couleurs, il y a une composition spécifique. Donc, on peut essayer, en fait, tout à fait, de lire cet oracle de façon tout à fait intuitive, même sans connaître les plantes, même sans forcément se référer au livret, et juste de faire une histoire, encore une fois, sur ce qu'on voit sur l'image. Elles sont pas toutes aussi faciles à interpréter, mais ça se tente carrément. Donc pour débuter, c'est peut-être pas si facile que ça, mais il n'est pas non plus sans indice. Et là où je trouve ça incroyable, c'est que le livret est vraiment super bien fichu. C'est un livret A5, il y a une page d'information sur les plantes. Et ça s'utilise très très bien de façon auriculaire. C'est pas juste du blabla botanique qu'on peut avoir du mal parfois à accrocher dans les tirages parce que c'est trop... Enfin, je veux dire, des fois ça peut être difficile avec des informations sur une plante de voir comment ça peut répondre dans un tirage. Et là, on a vraiment quelque chose d'un espèce de récit de l'esprit de la plante, de l'essence de la plante. Il y a quelque chose de très interactif, de très bien conçu pour un oracle. Et ça, je trouve que ça le rend plus accessible. Voilà pour celui-ci.
Vraiment, je l'adore, donc je vais essayer de pas en parler non plus des heures, mais on passe ensuite à ces deux-là, Animal Allies. Il y en a deux, mais les deux sont construits pareil en fait. C'est juste qu'il y a plus d'animaux avec les deux. Je vais faire attention à ce que je vous montre pour pas mettre des animaux qui risquent d'être trigger pour ça. Donc en fait, pourquoi je l'ai mis dans les moins accessibles? Parce que on a le nom de l'animal et l'image de l'animal, mais si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'indices ou de mots-clés qui peuvent mettre sur la route de l'interprétation symbolique. Alors, soit vous êtes une personne assez douée pour deviner la symbolique de l'animal par vous-même, ou même créer un espèce de lore autour de l'animal de zéro, mais sinon ça demande quand même d'aller voir dans le petit livret qui est fourni, ou alors si vous connaissez déjà bien en fait la symbolique des animaux par exemple, mais bon il y a vraiment beaucoup de cartes, je pense que c'est difficile de tout connaître. Et le livret est bien, mais je pense que ça peut être encore mieux de faire ces petites recherches à côté pour certains. Pour vraiment aller un peu au-delà, parce que des fois, je trouve que c'est un peu... comment dire ça? C'est très axé développement personnel, etc. Mais il peut manquer un peu de la partie ombre ou de messages plus prédictifs parfois. Voilà. Mais sinon, ils sont vraiment très bien. C'est juste qu'effectivement, par rapport à d'autres oracles sur les animaux, on a quand même souvent un mot-clé qui va avec, et là, il n'y en a pas. Le dernier, l'oracle Les Noirs. Oui, on voit, c'est noir sur noir. Pourquoi je l'ai mis dans les moins accessibles? Parce que les mots-clés sont pas toujours si évidents. Les images ne sont pas non plus toujours forcément évidentes au premier coup d'œil ni au deuxième. Il faut savoir que comme c'est basé sur les travaux d'Odilon Redon, les images n'ont pas été conçues pour l'oracle. C'est l'oracle qui a été conçu autour des images. Ce qui peut être parfois un petit peu casse-gueule. Mais bon, là, ça marche assez bien. Le seul truc, c'est que il est assez spécifique quand même comme deck. C'est pas un passe-partout. Clairement pas. Le livret donne quelques mots-clés par carte. Mais ça peut parfois être un peu insuffisant. Enfin, surtout que c'est un deck qui cherche plutôt à aller dans les profondeurs, donc ça demande vraiment de faire son propre travail et de vraiment plonger dans son imagination, dans la projection, de créer sa propre symbolique autour de ça, ou de bien connaître la psychologie jungienne, parce que ça se base dessus, sur ce qui est le travail des ombres, les trucs de personnalité, je sais plus comment ça s'appelle là. Donc voilà, je pense pas qu'il est super accessible pour tout le monde. Mais voilà. Disons que ça aide déjà d'avoir des mots-clés pour celui-ci. Voilà. Il y a quand même un livret, hein, donc on n'est pas non plus totalement dans le noir, comme le nom l'indique. Voilà, j'ai fait le tour des decks de ma collection que je trouve les moins accessibles par rapport aux autres. Du coup, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ceux-là, c'est pas forcément ceux que je recommande pour débuter. C'est ceux qui, même pour moi, m'ont demandé soit de me référer beaucoup au livret au début, ou même encore maintenant.
ou de vraiment approfondir, de travailler beaucoup avec pour m'imprégner de l'univers, pour comprendre le système et le cheminement symbolique qu'il y a derrière. Hem, mais la plupart que je vous ai montré là, ce sont des decks que j'utilise régulièrement. C'est pas, des decks qui restent à dormir dans un coin parce que je les comprends pas. En général, si c'est trop inaccessible pour moi et s'il me faut vraiment toujours le livret pour comprendre ce qui se passe, dans ce cas, je laisse tomber. Mais ce que je fais et ce que je recommande en général avant d'acheter un deck et de se retrouver avec un deck qui est vraiment, pour le coup, inaccessible pour soi, c'est justement de regarder des vidéos de présentation comme celle-ci ou des vidéos d'unboxing pour vraiment voir toutes les cartes, commencer à réfléchir à la façon dont on analyserait les cartes, ou voir si le livret est bien explicatif, s'il permet justement de s'en sortir, même quand on a du mal à déchiffrer les cartes. Voilà, cette fois-ci c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt.